Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, merci de votre fidélité, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour cette nouvelle édition d'Information. C'est dans une atmosphère tendue que la Cour constitutionnelle a procédé au renouvellement de certains de ses membres. Un tirage au sort a permis en somme de procéder à tout cela. 10 000 reprises ce matin les négociations au Palais du Peuple entre gouvernement et syndicalistes de l'enseignement. Les deux camps campent sur leur position. Pour l'heure, aucun compromis n'a été trouvé. Et puis à Ouagadougou, la police scientifique burkinabé travaille toujours sur les lieux des attentats. Deux présidents ouest-africains sont d'ailleurs sur place pour témoigner de leur solidarité au peuple du Faso. Il y avait de l'électricité dans l'air ce matin à la Cour constitutionnelle. Il était question de procéder au renouvellement du tiers des membres de cette institution républicaine par tirage au sort. Au final, 3 membres ont été tirés au sort et seront remplacés par leur structure d'origine. La cérémonie s'est déroulée en présence de certains présidents d'institutions républicaines et quelques personnalités. Compte rendu signé Mamadou Boy Diallo, Yacouba Traoré. Avant de procéder au tirage, le président Kéléfa Sall a indiqué que ce renouvellement du tiers des membres se fait tous les 3 ans, conformément aux dispositions 101 de la Constitution, des articles 07 et 08 de la loi organique numéro L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La cérémonie s'est déroulée conformément à la procédure, estime le président de l'INIDH. Que pensez-vous de la procédure? Est-elle transparente? Bon, la procédure a été transparente. Voici l'urne qui a servi au tirage. À l'intérieur, 7 boules correspondant au nom de 7 conseillers de la Cour constitutionnelle. Hussein Mohamed Mounir, Ahmed Tidiane Kaba de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme et Alia Diaby de la CENI doivent être remplacés. Le président de l'INIDH se dit prêt à se conformer à la décision. Nous sommes tous soumis à l'autorité de la loi et nous devons respecter la loi et nous ferons tout ce qui est humainement possible pour que la loi soit respectée. Nous allons désigner à nouveau 2 représentants. La cérémonie a été empêchée dans la salle de l'institution par des conseillers hostiles au renouvellement du tiers des membres. Finalement, c'est dans le bureau du président qu'elle s'est tenue, en présence de quelques services de sécurité. Le président et le vice-président de la Cour sont élus pour un mandat unique de 9 ans, doit-on préciser. Et comme annoncé dans les titres, les négociations entre gouvernement et syndicalistes ont repris ce matin au Palais du Peuple, mais la partie gouvernementale semble ne pas avoir assez de cartes en main face aux syndicalistes du SLEG. Le dialogue s'enlise, mais les négociateurs sont résolus à démêler les chevaux pour la reprise des cours dans les salles de classe. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori, Camara. Après 3 jours de trêve, le dialogue entre les enseignants et le gouvernement a repris ce matin à Conakry. Mais à la surprise générale, les émissaires du gouvernement se sont présentés à la table de négociation sans aucune proposition concrète. Aussitôt, la séance a été suspendue pour permettre à la délégation gouvernementale de faire des consultations. Nous attendions à des propositions concrètes qu'il allait nous faire, que nous allions soumettre à la base. Mais hélas, ils sont venus, ils disent encore qu'ils vont retourner, consulter qui de droit, et nous nous sommes donné rendez-vous à 16 h. Surpris, oui, mais les représentants des enseignants ne perdent pas espoir. Le gouvernement n'a qu'à prendre tout le temps qu'il voudra. L'essentiel est qu'il revienne avec une proposition satisfaisante, disent-ils. Il devrait venir avec des propositions concrètes. Mais comme quand on négocie, on doit observer la patience, l'esprit d'écoute et la courtoisie, nous sommes obligés d'accepter. Vous savez, quel que soit le temps que vous mettez au marigot, l'essentiel est de revenir du marigot avec de l'eau potable. Cette eau potable pour les syndicalistes, c'est le paiement des 40% avec effet rétroactif. Ce week-end, le Kuntigi de la Basse-Côte a reçu une délégation du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Mais selon les syndicalistes, la solution est ailleurs. Je crois que la solution n'est pas au niveau du Kuntigi de la Basse-Côte. La solution, c'est au niveau de la chaîne des finances et au niveau du président de la République. C'est au niveau du gouvernement.
Désormais, les regards sont tournés vers les émissaires du gouvernement. Reste à savoir s'ils viendront avec des propositions qui permettront une sortie de crise. Alors donc que la crise qui touche l'école guinéenne est dans l'impasse, le patriarche de la Basse-Côte, accompagné par des sages venus de divers horizons, propose ses bons offices. El Hadj Sékou Nassouma a reçu ce week-end une délégation du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Les discussions portées sur les différents points de revendication inscrits dans la plateforme des enseignants. Idrissa Bari, Aboubakar Din Kamara nous reviennent de la commune urbaine de Tanéné. C'est aux environs de midi ce samedi que la délégation du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée s'est présentée devant le Kuntigui de la Basse-Côte en présence du médiateur de la République. À travers des échanges directs et francs, les syndicalistes ont exposé leurs points de revendication, insistant surtout sur les 40% du point d'indice. Nous resterons à la maison jusqu'à ce que le gouvernement restitue les 40% prélevés sur nos salaires, même s'il faut 2 ans. S'il paye dans 10 ans, nous resterons jusqu'à 10 ans. En tout cas, s'il plaît à Dieu, cette fois-ci le gouvernement va payer. Sur les 8 millions comme salaire, cela reste ouvert. Sans les 40%, pas de reprise. Le Kuntigui, après avoir suivi les propos des syndicalistes, a rassuré ces derniers sur la légalité de leur mouvement. El Hadj Sékou Nassouma demande aux syndicats de mettre en avant la paix et la quiétude sociale. Il s'engage aussi à inviter le chef de l'État à accéder à la demande des enseignants. En tant que sages de Guinée, nous avons compris qu'il faut qu'on s'investisse pour solutionner cette crise. J'ai aussi demandé aux syndicats de réclamer leurs droits dans le calme et en toute responsabilité. C'est un problème guinéen qui doit être résolu entre nous et dans la vérité. Je vais aussi m'entretenir avec le gouvernement afin de rapprocher les positions à la satisfaction générale. Ce dimanche, la partie gouvernementale était attendue chez le Kuntigui, mais elle a brillé par son absence. Sur les raisons, aucune explication n'a été donnée. Mais les sages de Guinée, à travers les coordinations régionales, promettent de s'investir dans la facilitation afin de rapprocher les divergences et de trouver une issue rapide et satisfaisante dans cette crise. Et justement, dans le même registre, le mot d'ordre de soutien des enseignants du supérieur à ceux du préuniversitaire n'a pas été suivi, en tout cas à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia et à celle de Nongo Conakry. Les professeurs ont déroulé leur programme, certains ont même fait des évaluations. Il faut signaler cependant que les cours ont été parfois perturbés par des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre. Alceni Bari, El Hadj Aliouba nous signe ce constat. Université générale Lansana Conté de Sonfonia, 11h. Professeurs et étudiants sont présents. Dans la cour, c'est l'ambiance des grands jours. Dans notre salle de classe, il n'y a pas eu tellement de perturbations parce qu'on vient même de faire une évaluation, mais seulement le nombre d'absents est un peu élevé, donc il n'y a pas eu assez de présents comme d'habitude. Aujourd'hui, il y a eu un manque, mais quand même ça s'est bien passé. Dans cette classe de philosophie, les étudiants sont en plein exercice pratique. Ici, rien ne présage le vent d'une grève ou autre. Certains sont même étonnés de notre présence. Bon, nous, à l'université de Sonfonia, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas reçu un préavis de grève. Donc, du coup, on n'a pas suivi le mouvement. Un tour à UNC, même son de cloche. La cour ne désemplit pas. La plupart des étudiants sont en évaluation. Décidément, c'est nous qui venons avec la nouvelle d'une grève. Non, nous ne sommes pas informés au niveau du supérieur. Pour le moment, ce qui nous préoccupe, c'est les évaluations au niveau de la licence 1. Nous ne sommes pas informés. À Sonfonia, on nous confiait la présence de 15 professeurs sur 15. À Nongo, aucun problème n'est à signaler. Nous, nos cours continuent. On a planifié des missions d'enseignement venues de Dakar. Ces ressources humaines sont arrivées depuis hier. On les a mises en classe. Mieux, nous avons planifié l'évaluation finale. Il faut cependant noter
que la grève des enseignants du pré-universitaire impacte fortement les cours. Quand nous sommes là, nous avons le problème d'abord d'être à l'école. Nos professeurs sont privés de leurs droits. Des fois, on n'a pas de professeurs. Nous sommes assis, même avoir le véhicule pour être à l'école le matin, c'est tout à fait un problème. Reste à savoir quelle sera la suite de la grève, surtout que le SLEG est aussi représenté au supérieur. Autre crise, celle post-électorale. L'Union des forces républicaines, l'UFR, a répondu ce lundi à l'invitation de la Commission électorale nationale indépendante au siège de l'institution. Les réclamations de l'UFR concernant les fraudes enregistrées lors des élections communales du 4 février dernier ont été passées à revue. Malik Sanguena Kamara, Lamine Silla. Après le passage de l'IFDG à la CENI pour dénoncer les fraudes constatées lors des récentes communales, c'est au tour de l'Union des forces républicaines de brandir les griefs. Pour les cadres du parti, l'IFR a été victime de mascarades électorales dans les 4 régions naturelles du pays. Ces réclamations pour eux se justifient par l'injonction des autorités publiques dans le processus et la mauvaise attitude de certains magistrats dans les CACV. Nous avons été victimes partout où nous avons été candidats en Basse-Guinée. Nous avons été victimes de ces agissements. Dans les CACV, nous avons vu le comportement de certains responsables, de certains présidents de CACV. Bonne leçon pour la CENI, elle promet de redoubler d'efforts pour s'améliorer. Ce, pour parfaire les prochaines consultations électorales. Cette démarche de la CENI, qui consiste à écouter chaque parti politique, s'inscrit selon l'institution à préserver la paix dans la cité. Il y a certains donc qui pensent que notre démarche est inutile. Non. Il appartient à toute institution républicaine de travailler, d'œuvrer tous les jours à la réussite et pour la paix. Les résultats définitifs sont déjà connus. L'opposition crie toujours à la fraude. La CENI, incompétente d'annuler ces élections, ne fera que tenir compte des différentes réclamations pour les adresser à qui de droit, a conclu le porte-parole de l'institution électorale. Et puis, cette brève, le jeune Boubacar Sidi Diallo, touché mortellement par balle le 26 février dernier, à région sa dernière demeure ce lundi, on pouvait lire sur les visages du monde sorti pour l'occasion de la colère, de l'indignation face à cette énième victime des manifestations politiques en Guinée. Le chef de file de l'opposition guinéenne et ses pairs ont demandé aux jeunes furieux et désireux d'en découdre avec les forces de l'ordre de retourner à la maison. Sans transition, même si l'école guinéenne peine à rouvrir ses portes, les gestes de bons samaritains ne s'estompent point. L'école primaire de Matam Lido, construite depuis 1960, sera bientôt rénovée. C'est une initiative du club Rotarac International pour permettre aux enfants de la localité d'étudier dans des conditions plus commodes. Mamadou Valectoré, El Adjalouba. Le club Rotarac au service des élèves et habitants du quartier Matam Lido 1. Pour cette année 2018, le club a proposé la rénovation de l'école primaire de Matam, actuellement dans un état de délabrement avancé. Ce dîner offert par le club est une occasion de parler de cette rénovation, mais aussi de l'assistance aux enfants malades et démunis. L'amitié qui nous lie autour des valeurs du Rotarac reste le moteur de nos actions qui marquent de leur empreinte le développement de la Guinée au travers du soutien aux populations vulnérables. Depuis près de 25 ans, le club Rotarac œuvre pour le bien des enfants avec le mot d'ordre « Servir pour le bien dans l'amitié réciproque ». Il intervient dans les domaines de la santé, de la mobilisation sociale, l'éducation, entre autres. Je souhaite donc que ce dîner apporte d'abord l'aide nécessaire à l'école Matam Lido 1 au service de ses élèves, qu'il manifeste ensuite l'amitié et la vitalité de nos clubs en Guinée et qu'il participe enfin à l'engagement au niveau de notre district 9101. Et de venir au secours de ces édifices pour le bien-être de nos enfants et les avenirs de demain. Ainsi de dynamisme du club Rotarac pour cet établissement construit depuis les années 60. Les représentants de l'établissement ont remercié les donateurs pour l'initiative prise pour cette école abandonnée comme si l'État n'existait pas.
Sur un tout autre plan, le projet des 5000 logements annoncé depuis 2014 par le gouvernement guinéen sur le littoral Lambagny-Kobaya connaît un début d'exécution. Sur le terrain, les travaux sont en cours pour les remblais des bas-fonds. Une corniche a été ouverte, mais elle pourrait faire des victimes. Et plusieurs bâtiments, en effet, construits ont été marqués par des croix rouges. Il n'en fallait pas plus pour offusquer les occupants des lieux qui parlent d'opérations illégales menées par les Chinois en vue de les exproprier. Des Chinois qui, au regard de certains observateurs, veulent aller au-delà des domaines qui leur ont été réservés par l'État guinéen. Les tensions sur le lieu étaient vives la semaine dernière. C'est un constat signé Anton Kourouma Ibrahima Awal Kamara. Le littoral du quartier Lambagny jusqu'à Kobaya est occupé par plusieurs centaines de maisons menacées de démolition par les Chinois. Les occupants de ces domaines disent avoir acquis leur terrain avec les coutumiers en prenant le soin d'éviter la zone réservée aux Chinois. Au moment que j'ai acheté, j'ai appelé les gens d'habitat, les gens d'environnement pour venir voir le lieu en ce moment. Ils m'ont dit que ce n'était pas le domaine des Chinois. Ils m'ont montré les poteaux qui sont là, les drapeaux. Ils ont dit que voilà le domaine des Chinois. Ici, c'est pour les coutumiers qui sont en train de cultiver les riz. Et avant que nous, on achète cette place-là, on a fait les enquêtes. On est parti jusqu'à Plaza Diamant, on a vu les plans à laquelle que les Chinois devraient construire ici. C'était même pas vers Lambagny, c'était vers Kobaya que l'État les a donné la construction de 5000 logements. Depuis quelques jours, les Chinois, en compagnie de gendarmes et de coutumiers, procèdent au marquage des bâtiments qui doivent être rasés au profit d'une forêt, nous a-t-on appris. Quand j'ai commencé à remblayer, il y avait personne qui est venu me dire quoi que ce soit. J'ai construit, personne n'est pas venu me dire quoi que ce soit. Donc quand j'ai fini, j'ai fait déjà une année dedans. Il y a un groupe de coutumiers qui est venu aujourd'hui avec des Chinois, soit disant qu'ils vont mettre les croix sur moi. Nous ne sommes pas dans le domaine des Chinois, nous ne sommes pas dans le domaine de la bande qu'ils sont déjà mis, nous sommes vers la terre ferme. Pourquoi encore les Chinois peuvent vraiment déloger un Guinéen encore chez eux, la partie qui n'est pas dans leur parcelle? Accusé d'être en complicité avec les Chinois, le chef du quartier de Lambagny Waria se défend. Il accuse plutôt certains coutumiers d'avoir vendu des domaines à des particuliers malgré les accords passés avec l'État et les Chinois. Je peux dire que leurs cédants sont faits par esprit. Parce que si on met la borne, si on met la borne devant toi et il faut limiter à partir d'ici, si tu enlèves la borne, le client qui vient, innocent, il ne connaît pas la limite des Chinois, il regarde, il n'a pas vu la borne. Si on le dit, prends ici, si là-bas c'est bon pour lui, il peut prendre. Plus de 5000 logements sociaux sont prévus sur ces hectares de bas-fonds entre Lambagny et Kobaya. Sur ce littoral se trouvent établis divers bâtiments de haut standing et selon nos informations, les appartements de plusieurs rocades de l'État sont concernés par cette opération des Chinois. Alors que la fête des femmes approche à grands pas, le ministère de l'élevage fait face à la colère de son personnel féminin. Ce lundi, ces femmes ont pris d'assaut le ministère et elles exigent de l'argent pour payer les tenues de la fête du 8 mars. Reportage Mamadou Saliouba, Abouakadine Kamara. Ça gronde au ministère de l'élevage. Le 8 mars approche, les femmes du département n'ont pas encore leur tenue de fête. Elles haussent le ton et bloquent toutes les issues du ministère. Et on va fermer le ministère de l'élevage. Tant qu'on ne donne pas nos pains, ça c'est nos droits. Allez-y demander les autres départements. Leurs femmes sont habillées. Ils ont fini de coudre leurs pains. Pourquoi pas nous? Pourquoi l'exception? Elles auraient lancé une commande avec l'espoir d'obtenir du DAF 35 520 000 francs guinéens, de quoi habiller les 129 femmes qui travaillent au ministère. Mais l'argent n'étant pas disponible, le DAF trouve une solution, mais le problème est loin d'être réglé. Nous avons trouvé au niveau de l'action sociale, grâce à l'engagement du DAF, 100 pagnes que nous avons proposé de mettre à la disposition du syndicat pour habiller les femmes. Si nous avons déjà 100 femmes qui sont habillées
et que nous devons trouver un complément, nous allons faire l'effort de trouver ce complément. Mais le syndicat ne l'entend pas de cette façon. Eux veulent l'argent liquide pour exécuter ce budget. Cet argent liquide n'existe pas, nous ne l'avons pas. Et nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Depuis 3 ans, c'est la même histoire au ministère de l'élevage. Et cette fois, la crise économique est mêlée à une crise de confiance. Monsieur le DAF, c'est lui qui sait pourquoi il s'est impliqué dans l'affaire des pagnes. Il ne peut pas gérer pour lui et gérer pour nous. Il n'a qu'à nous laisser gérer ce que nous devons faire. La colère des femmes est si grande qu'elles ont même empêché le ministre de sortir du département. Des négociations étaient en cours pour trouver une solution au moment où nous quittions les lieux. Les habitants de Sanoya Textile Nord, situé dans la commune rurale de Manéa, sont sans eau depuis maintenant 7 mois. La coupure s'expliquerait par la situation géographique du quartier. D'autres raisons techniques se greffent à cela. Suivez plutôt les détails avec Mariam Fodé Camara, Djibril Kaba Camara. L'eau est une denrée rare dans cette localité depuis 7 mois maintenant. Pour s'approvisionner en cette denrée, il faut un véritable parcours de combattant. Les femmes supportent difficilement le calvaire. Nous ici, quand tu te réveilles, au lieu d'aller à la prière, tu vas d'abord placer tes sous à la pompe. Nous sortons à 4 heures, parfois c'est nos maris qui nous accompagnent. Parfois tu peux faire la queue jusqu'à 12 heures sans avoir 2 bidons d'eau. Nous souffrons pour le manque d'eau. Des disputes accompagnées parfois d'injures et de bagarres, ce sont entre autres les problèmes auxquels les habitants en général et les femmes en particulier de cette zone sont confrontés. Ici, il faut faire une longue distance pour s'offrir un bidon d'eau à quelques frais pour assouvir sa soif. Nous parcourons de longues distances pour puiser de l'eau. Nous payons un bidon d'eau à 500 francs guinéens. De la pompe jusqu'à chez nous, c'est distant. Et avant de rentrer à la maison, vers 16 heures, ça trouve déjà que tu ne peux rien faire. Ces femmes disent avoir mené des démarches auprès de la Société des eaux de Guinée en vain. Elles demandent l'appui de l'État pour réparer la conduite d'eau, surtout qu'elles payent des factures tous les mois. Nous sommes allés jusqu'à la SEC de la CBA pour savoir ce qu'il faut pour que nous puissions avoir de l'eau. Ils nous ont dit qu'il faut trouver un tuyau numéro 37 pour avoir de l'eau. Mais que c'est le gouvernement qui peut faire cela. Alors nous demandons l'appui des autorités pour nous aider à avoir de l'eau. Rendons-nous à présent dans la cité industrielle de Kamsa avec son club qui vient de bénéficier d'un bus flambant neuf. La remise de cet engin s'est déroulée le week-end dernier au stade annexe de Kamsa en présence du staff technique du CIK. Ce geste du directeur général de Kamsa Petroleum va faciliter et sécuriser désormais les déplacements des joueurs de Bagataï. Dans le même sillage, le président de la Confédération africaine de boxe, le Gabonais Clément Sosa, est en visite de travail à Conakry depuis ce lundi 5 mars. L'objectif de cette mission de 3 jours en Guinée est de s'enquérir des réalités des infrastructures devant servir à l'organisation du championnat d'Afrique zone 2 du 25 au 31 mars à Conakry. Le reportage est signé Moussa Kampossouma, Mohamed Bangoura. Maître Clément Sosa Simon Wango, président de la Confédération africaine de boxe, a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la Fédération guinéenne de boxe, colonel Moussa Moïse Keïta. À en croire l'agenda du Gabonais, il rencontrera les autorités sportives du pays, visiter des hôtels et le palais des sports du 28 septembre, lieu choisi pour abriter cette compétition sous-régionale qui va regrouper 16 pays du 25 au 31 mars ici à Conakry. Pourquoi la Guinée a été choisie? Avant que moi je ne prenne les rênes de la Confédération, le colonel Moussa Keïta avait déjà sollicité l'organisation. Et ça a dû patiner parce que d'autres pays aimeraient aussi abriter cette compétition-là. D'envergure continentale, sous-régionale, vous comprenez. Et donc, ce n'est pas une petite compétition, c'est une compétition qui fera en sorte que nos pugilistes puissent, je veux dire, affûter leurs armes pour des grandes compétitions qui arrivent concernant le continent. Nous sommes venus pour la prospection et l'harmonisation devant déboucher sur la signature du protocole d'accord qui
devra rendre effectif, je veux dire, ce gala, pour ne pas dire ce championnat. Le vainqueur de cette compétition sera qualifié successivement pour les galas France-Afrique au mois de juin en Côte d'Ivoire et la Coupe d'Afrique des Nations au mois d'octobre au Ghana. Ainsi, mesdames et messieurs, s'achève cette édition d'information. Au cadrage pour vous, Coria Bokourmont était présent. La régie Nalaï Sidibé, le tour sous la supervision technique d'Ali Kabay de Francis Collier. L'info, ne l'oubliez pas, c'est aussi sur espace-tv.info. Passez une excellente sur le programme sur Espace TV. Regardons mieux.